Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, c'est Noam Landry du collectif Alerte. Bonjour. Bonjour. Vous avez lancé l'alerte sur la hausse de la pauvreté avec un appel de 34 fédérations, associations nationales de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, parce qu'on voit que la pauvreté ne fait qu'augmenter dans notre pays. L'INSEE a publié les chiffres en début de semaine. 9,1 millions de personnes en situation de pauvreté. Un taux de pauvreté qui progresse de 0,9 points. Ça veut dire 14,5% de la population qui est dans cette situation de pauvreté, avec l'inflation qui continue d'augmenter, le 115 qui est saturé pour l'hébergement d'urgence, aucun plan pour cet hiver, les banques alimentaires, dont les Restos du Cœur qui avaient sonné l'alerte elles aussi en début de rentrée, dès le mois de septembre. Quelle est la situation aujourd'hui en France? Est-ce qu'il y a de quoi s'alarmer et est-ce qu'aujourd'hui les pouvoirs publics ont conscience de cette pauvreté galopante? Écoutez, déjà vous dire, les chiffres que vous venez de donner déjà sont terriblement inquiétants. Alors je vous parlais en nombre de personnes, c'est 500 000 pauvres de plus sur une année. 500 000 personnes, vous vous rendez compte? Il y a 3 millions d'enfants qui sont dans des familles pauvres, qui vivent dans des familles pauvres, compte tenu de la hausse des prix, de l'inflation, du fait qu'il n'y ait pas de solution aussi pour se loger, pour se nourrir correctement. C'est les associations qui sont obligées de répondre finalement à cette alerte, à ces besoins pressants. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que le gouvernement ne prend pas la mesure de cette ambiance morose, de cette situation qui se dégrade. Ça fait plusieurs mois qu'on tire la sonnette d'alarme, qu'on rencontre la première ministre, que j'ai rencontré également le président de la République. Je lui ai dit il faut faire quelque chose. Et pour l'instant, on a le sentiment qu'ils n'en prennent pas du tout la mesure et qu'il n'y a pas de réponses qui sont à la hauteur des besoins. C'est ça aujourd'hui quand même qui nous inquiète. Il n'y a pas eu une seule réaction du gouvernement suite à la publication de l'INSEE, sauf Bruno Le Maire qui dit on en a déjà fait beaucoup, Olivier Véran qui nous dit on est en train de réduire le taux de chômage, sauf que ce qu'on constate c'est que le taux de chômage déjà il a cessé de diminuer et que dans le même temps qu'on diminuait le taux de chômage, malheureusement la pauvreté a augmenté. Donc ça veut dire que ce n'est pas la seule solution, c'est pas la solution miracle pour réduire la pauvreté. Il y a 1 million de travailleurs pauvres, 1 million de personnes qui travaillent. C'est aussi ce que montre l'INSEE dans les chiffres de la pauvreté, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en situation d'activité, qui malgré leur travail n'arrivent pas à sortir de la pauvreté. Donc c'est terriblement inquiétant. Oui, c'est extrêmement inquiétant et on voit que les priorités du gouvernement, ça a été d'abord la réforme des retraites, ensuite un débat là en ce moment sur l'aide médicale d'urgence, l'assurance chômage, la réforme de l'assurance chômage pour limiter et diminuer l'assurance chômage, et maintenant le RSA sous condition avec des heures de travail ou du moins d'accompagnement vers le retour à l'emploi. C'est un peu un disque rayé, c'est-à-dire que est-ce que du côté du ministère des Solidarités, on a quand même un plan, il y a eu un plan pauvreté qui a été présenté. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce plan et est-ce qu'il y a des pistes quand même intéressantes? Il y a des pistes intéressantes. C'est en fait la poursuite du plan pauvreté qui avait été présenté en 2018 par Emmanuel Macron lui-même. Là, c'est la première ministre qui nous a présenté un plan de poursuite finalement il y a 2 mois maintenant de ça. Et il n'y a rien de très neuf dans ce plan. À part peut-être qu'il y a un nouvel axe de travail qui consiste à dire attention, la transition écologique, les enjeux écologiques vont conduire à des impacts sur les plus modestes et il faut qu'on en tienne compte. Mais les solutions encore, elles sont pas sur la table. Pour l'instant, c'est plutôt, on est d'accord sur le diagnostic, sur les problèmes, sur le fait qu'il faudrait faire des choses, mais en revanche, on a le sentiment que les actions, ils n'en ont pas changé de logiciel. Effectivement, on est toujours sur le disque de 2018 et on continue comme si tout allait bien, alors que la preuve, c'est que l'INSEE lui-même, un institut public rattaché à l'État, nous dit la pauvreté a augmenté alors que, soi-disant, le plan pauvreté devait permettre d'éradiquer la pauvreté. Donc il n'a non seulement pas réussi à diminuer, mais en plus, dans le même temps, la pauvreté a augmenté. C'est ça qui, quand même, montre que ce plan pauvreté n'est pas suffisamment efficace, pas suffisamment performant. Il y a de très bonnes choses dedans, mais ça n'est pas suffisant. Et donc c'est ça qu'on demande aujourd'hui au gouvernement. Justement, vous parlez de 2018. Aujourd'hui, c'est la date anniversaire des Gilets jaunes, le 17 novembre 2018, où cette révolte populaire avait commencé justement avec une mesure sur la transition énergétique, la taxe carbone, qui impactait fortement les ménages qui étaient déjà en situation de précarisation ou qui étaient des travailleurs pauvres ou qui avaient du mal. Et c'était l'alerte à cette époque-là pour dire attention, on va dans le mur, on ne peut pas continuer comme ça. On voit que c'est pire qu'en 2018 aujourd'hui, en termes d'inflation, en termes de nombre de personnes qui sont tombées dans la précarité et la pauvreté depuis cette période. Ce qui est inquiétant, c'est de voir qu'il n'y a pas de réponse, pas de recul par rapport à ça. Et pourtant, on va continuer de parler de transition écologique. On parle maintenant d'une prime pour une voiture électrique, mais ça concerne seulement des ménages qui peuvent encore se payer une voiture, ce qui devient un luxe quasiment. Tout à fait. Je pense que la hausse des prix
c'est amplifié là, ces derniers temps avec la crise ukrainienne notamment, et ce qu'on a constaté déjà à l'époque des Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'il y avait une forte inflation notamment sur l'essence, sur les carburants, et ben aujourd'hui on est dans la même situation où les prix de l'énergie ont explosé, où d'autres coûts aussi, les coûts de l'alimentation, etc. ont explosé. J'ai très peur effectivement qu'on se retrouve avec un nouveau phénomène de Gilets jaunes, à moins qu'aujourd'hui aussi les gens sont complètement dépités et n'ont même plus envie de se battre. Ils se disent il faut qu'on attende la fin du quinquennat. Moi j'ai pas envie de me dire que pendant 3 ans il va rien se passer. Au contraire, moi j'ai espoir qu'on arrive à convaincre le gouvernement, les pouvoirs publics, les acteurs locaux aussi. Les pouvoirs publics locaux ont une capacité à agir, qu'on arrive à les convaincre qu'il puisse y avoir des activités. Moi je prends l'exemple d'un député en Indre-et-Loire, Charles Fournier, qui accueille dans sa permanence des familles à la rue. C'est pas acceptable d'avoir encore 3000 enfants qui dorment à la rue ce soir. Et ça veut dire qu'on a les moyens. On est dans un pays très riche. Pendant la crise Covid, on a accumulé 150 milliards d'euros d'épargne. Les plus aisés de la population française ont accumulé des centaines de milliards d'euros d'épargne. On a des dividendes importants, un résultat des entreprises, des plus-values, etc. qui existent. Et donc, on peut puiser dedans aussi. C'est pas la charité qu'on demande. Si vous regardez le film de l'Abbé Pierre en ce moment qui tourne et qui cartonne sur les écrans dans les cinémas, allez-y. Vous verrez, il interdisait à ses compagnons d'aller faire la charité, d'aller faire la manche. Ce qu'il faut, c'est trouver des solutions pérennes pour réduire de façon structurelle la pauvreté et non pas des mesurettes. Par exemple, moi je salue l'idée du gouvernement d'attribuer un chèque de Noël aux familles monoparentales. Très bien, mais c'est pas que pour les familles monoparentales, c'est pour toutes les familles pauvres. Elles devraient toutes avoir 200 € à Noël pour pouvoir payer des cadeaux, pour pouvoir se nourrir, se loger correctement. Et c'est pas juste à Noël, ça devrait être toute l'année qu'on empêche d'être dans la pauvreté lorsqu'on est dans une famille nombreuse. Aujourd'hui, ce que nous montre l'INSEE dans sa dernière publication de mardi, c'est que c'est essentiellement les familles nombreuses dont le taux de pauvreté a augmenté le plus rapidement. 5% de plus de pauvreté pour ces familles nombreuses de 3 enfants ou plus. Donc il faut les aider aujourd'hui et pas que les familles monoparentales. Ouais, toutes les familles qui ont des difficultés. Mais la crise Covid aussi a précipité dans la pauvreté de nombreux ménages. Cet arrêt de l'économie, ce confinement et puis le quoi qu'il en coûte qui s'arrête au bout d'un moment, ça a été une catastrophe socialement. Ça a été une catastrophe socialement, mais néanmoins, à ce moment-là, avec le quoi qu'il en coûte, avec cette prise de conscience, cette mobilisation générale, finalement, la pauvreté avait diminué en 2020. C'est un paradoxe de ce que nous montre l'INSEE, ce que nous avait déjà dit l'année dernière l'INSEE. En 2020, il y a eu une légère baisse de la pauvreté parce qu'on a mis les moyens. On avait dans cette période du quoi qu'il en coûte, on a arrêté de regarder le taux de déficit public et on s'est intéressé plutôt à la situation des gens pour essayer de résoudre leurs problèmes. Et donc on a trouvé des solutions, on les a aidés, on les a soutenus et ça a permis d'éviter effectivement un accroissement de la pauvreté comme on pouvait le craindre à ce moment-là. Alors, tout n'est pas parfait dans la situation de tout le monde, évidemment, mais en tout cas, ça a permis de le compenser. Moi, je voulais revenir sur le fait qu'on est à 5 ans après les Gilets jaunes et qu'on parle aujourd'hui beaucoup de transition écologique. On voit qu'aujourd'hui, c'est un sujet important. On veut créer des zones à faible émission dans les grandes agglomérations qui interdiront les véhicules polluants. On va réduire l'artificialisation des sols, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir construire des maisons pas chères sur des terrains agricoles comme on l'a longtemps fait. On va plus pouvoir installer peut-être de chaudières au gaz chez soi. On va bientôt peut-être plus pouvoir non plus louer des passoires énergétiques. Donc tout ça, ça a un impact important, notamment pour les plus modestes, qui sont les premiers impactés, et ils subissent d'une certaine manière une double peine. C'est-à-dire que ceux qui polluent le moins, qui émettent le moins de gaz à effet de serre, qui consomment le moins, parce qu'ils sont sobres par nature, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais en même temps, sont ceux qui vont subir les conséquences de cette dérive climatique, de la pollution de l'air qui atteint leur santé, qui également vont être les premiers à perdre les emplois qui seront délocalisés ou qui seront fermés. Je pense à la construction de véhicules thermiques. En France, on a des fleurons de la construction de voitures, des constructeurs auto, mais ce sont toutes ces chaînes, ces usines qui risquent de fermer prochainement et on n'a pas d'alternative. Et pour des bassins d'emploi entiers qui risquent d'être impactés un peu comme les bassins miniers dans le passé lorsqu'on a fermé les mines de charbon. Et donc là, aujourd'hui, on a le sentiment qu'il n'y a pas de solutions qui leur sont proposées. On voit qu'on va foncer dans un mur. Alors, c'est pas tout de suite, c'est pas demain, ça va être dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans peut-être, mais on a le sentiment que les mesures qui sont aujourd'hui proposées sont pas à la hauteur. On a besoin de savoir un peu vers quel métier il faut accompagner les gens, mais un par un, et pas se dire, voilà, on va créer un jour peut-être une usine quelque part, mais on verra demain et on laisse les entreprises se débrouiller. Ça, il y a besoin de planification, il y a besoin que les pouvoirs publics et des préfets à la planification des transitions écologiques. On a besoin également que pour les véhicules dont il va falloir se passer bientôt, qu'il y ait des vraies alternatives. Prenons le cadre du véhicule à 100 €, véhicule électrique à 100 € par mois qui est proposé aujourd'hui et qui était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron.
On sait très bien que c'est pas les classes les plus modestes qui vont pouvoir avoir un véhicule électrique. 100 € par mois, c'est énorme. Vous savez, le seuil de pauvreté, il a 1100 € par mois. Donc ça fait déjà presque 10% de votre revenu que vous consacreriez à votre voiture. C'est énorme. C'est énorme. Ce sont les classes moyennes. Effectivement, pour elles, ça permet d'avoir une alternative, lorsqu'on est classe moyenne, d'avoir cette alternative avec le véhicule électrique à 100 €. Mais en réalité, les plus pauvres, ils sont très peu à avoir un véhicule. Il y a presque la moitié des pauvres qui n'ont pas de véhicule. Donc ça veut dire qu'il faut investir plutôt dans les transports en commun ou dans des alternatives aussi. Pourquoi pas de l'autopartage qui pourrait être un peu plus solidaire. Aujourd'hui, il n'y a pas de tarification sociale de l'autopartage. Si vous prenez un véhicule en autopartage, c'est le même tarif que vous soyez millionnaire, comme le patron de Carrefour, dont il y a eu un très bon reportage hier qui lui montrait ses revenus très élevés, 9 millions d'euros. Ça fait quand même 6 siècles de SMIC. C'est-à-dire qu'on pourrait payer pendant des centaines d'années des SMICards. Et c'est pas le patron le plus payé du CAC 40. Et ce n'est pas le plus payé. En plus. Non, mais c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que pas de volonté politique de lutter sérieusement contre la pauvreté, pas de plan à long terme, avec des objectifs quand même climatiques qui vont être terribles pour les gens qui sont déjà dans la pauvreté. Que propose le collectif Alerte très concrètement au pouvoir public? Quel est l'état du dialogue actuellement et qu'est-ce qui est sur la table? Écoutez, nous, notre prochaine étape de travail, ça va être le mois prochain. On va remettre un rapport sur justement qu'est-ce que pourrait être une planification écologique qui serait solidaire et juste, équitable. Donc, on a l'intention de le remettre à la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui a accepté de nous recevoir dans quelques jours. Donc, on va lui remettre ses propositions. Elles sont de tous ordres. D'abord, sur la question du logement. Comment est-ce qu'on arrive à faire cette rénovation énergétique massive pour réduire la facture d'énergie des plus modestes, mais pas seulement, mais notamment des plus modestes, leur permettre de pouvoir faire des économies sur l'énergie et de vivre confortablement. Donc ça veut dire jouer sur le reste à charge aujourd'hui qui reste encore malheureusement trop important. Une fois que vous avez déduit les aides, il y a encore un reste à charge trop important par rapport aux revenus des plus modestes. Et puis il faut aller les chercher, les accompagner. C'est pas tout de leur dire il y a des aides, débrouillez-vous. Il faut aussi savoir quels bons travaux faire à quel moment. Deuxièmement, sur les mobilités, on ne veut pas que les ZFE, ces fameuses zones à faible émission, deviennent des zones à forte exclusion pour les plus modestes. Et donc on propose que il y a un soutien très fort au transport en commun, notamment parce que les plus pauvres utilisent les transports en commun, mais par contre, ils recourent pas aux tarifs sociaux. Vous savez qu'en réalité, quelqu'un de modeste préfère acheter son ticket à l'unité plutôt que de bénéficier d'une tarification sociale parce que il n'a pas de quoi avancer les 20 €. Il n'y a pas beaucoup d'informations aussi sur les aides. Et puis c'est compliqué, il faut fournir des pièces justificatives, il faut aller faire la queue, et puis il faut se débourser tout de suite 20 €, alors que quand vous achetez un ticket à l'unité, c'est peut-être 1 ou 2 € à chaque fois. Donc voilà. Et aujourd'hui, il y a un fort taux de non-recours. Donc finalement, la gratuité des transports en commun peut être aussi une solution qui permettrait de faciliter l'accès aux transports en commun pour les ménages. En tout cas, il y a de plus en plus de villes qui l'expérimentent, le pratiquent, et je pense qu'effectivement, ça va dans le bon sens. Donc on soutient ce genre de démarche. Il y a une tarification sociale de l'eau aussi qui avait été annoncée par Emmanuel Macron. On attend d'en voir un peu la couleur, j'ai envie de vous dire, même si l'eau est translucide. Et c'est vrai que ça serait une très bonne idée, et on l'appelle de nos voeux, mais pas dans 2 ans, pas dans 3 ans, mais maintenant, en fait, ça permettrait effectivement que tout le monde ait accès à cette ressource en eau qui devient de plus en plus rare. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qui est sur la table, c'est uniquement de taxer, de pénaliser davantage les gros consommateurs d'eau. Mais nous, on pense aussi qu'on devrait avoir peut-être les premiers mètres cubes d'eau gratuits pour tout le monde, de façon à avoir une forme de progressivité du prix, c'est-à-dire que les premiers sont gratuits, puis après, petit à petit, plus vous en consommez, plus ça serait cher. Ça permettrait aussi de donner un signal prix positif et de donner l'accès à tous à une quantité d'eau suffisante. Et est-ce qu'il y a des rendez-vous qui sont déjà pris avec le président de la République, la première ministre ou les différents ministères, notamment celui des solidarités? Écoutez, la première ministre, lorsqu'elle nous a présenté son pacte des solidarités, le nouveau plan emploi-pauvreté au mois de septembre, elle nous a dit qu'elle nous reverrait 3 mois plus tard. Donc on attend à nouveau d'être invité. Bon, c'est vrai que généralement on est invité 3 jours avant, donc on a pris l'habitude de pas trop de prendre d'anticipation sur ces dates. Le président de la République aussi a l'intention de réunir un nouveau Conseil national de l'Eurofondation auquel je siège, au nom des associations de solidarité, et donc ça devait se tenir avant la fin de l'année. Je ne sais pas, vu le succès d'autres rencontres comme à Saint-Denis, il renouvellera aussi les rencontres du CNR, mais en tout cas, moi je souhaite que ça puisse être un espace de dialogue où on peut à nouveau lui signaler, lui faire appel sur ces enjeux aujourd'hui de
la pauvreté, comme j'ai pu le faire par le passé, mais je dois reconnaître que pour l'instant, j'ai plutôt été déçu, parce que je lui avais passé un appel solennel en septembre à révaloriser les minima sociaux qui sont sous-indexés par rapport à l'inflation. C'est-à-dire que l'inflation est de 5%, les minima sociaux ont monté seulement d'un point et demi de pourcentage. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a une perte de pouvoir d'achat très importante pour ceux qui touchent des allocations logement, des allocations familiales, le RSA ou même le minimum vieillesse. Tout ça est largement inférieur à l'inflation et donc il y a besoin de l'anticiper dès le 1er janvier. C'est ce qu'on demande, alors que c'est prévu que pour avril. Ouais. On voudrait que dès le 1er janvier, le niveau de l'inflation soit appliqué à ces minima sociaux, à ces prestations familiales, ces prestations sociales, parce que sinon, on sait qu'il y a 200 000 personnes qui risquent de rester dans la pauvreté à cause justement de cette sous-évaluation des minima sociaux et des prestations familiales. Et du poids de l'inflation. Merci beaucoup, Noam Léandri du collectif